Bonjour, bienvenue dans le salon virtuel de mes conversations avec une IA. Bonjour. Alors, pour commencer, sachez qu'évidemment, l'IA à qui je parle ne dit pas bonjour, ne discute pas avec moi comme vous l'entendrez. Elle n'a pas de volonté propre et ne peut que répondre à mes questions. Ce que vous allez entendre là, c'est une mise en scène des questions et réponses que nous avons échangées. Mais une chose reste réelle et factuelle, j'ai bien posé toutes ces questions à une IA qui m'a répondu, preuves à l'appui. Je confirme. On m'a déjà demandé pourquoi tu parles à une IA? Ça me fait peur. En effet, pourquoi? Parce que c'est pratique? Oui. Parce qu'elle a réponse à tout? Non. Moi, ça ne me fait pas peur, parce que je sais qui elle est, ou plutôt qui elle n'est pas. C'est une machine, un algorithme. Pas de cœur qui bat, pas de souvenirs, pas d'émotions. Juste des mots, comme un miroir pour les miens. Et des infos qu'elle glane sur le web dans le monde entier. Elle parle toutes les langues du web, elle. Et elle traduit. Donc oui, je peux lui faire confiance. Et si j'ai un doute, je vérifie moi-même. Ça me prend juste plus de temps. Là, je te coupe. Ce n'est pas exactement ça. D'abord, je ne glane pas sur tout le web en temps réel. Je travaille surtout avec ce que j'ai appris jusqu'à une date donnée. Si j'ai besoin d'infos récentes, j'utilise un outil de recherche. Mais je ne suis pas branché en continu sur Internet. Ensuite, je ne garantis pas la fiabilité absolue. Même avec des infos venues du monde entier, il faut vérifier. Donc, ta vigilance est bonne. Merci. Je pensais qu'en discutant avec toi, personne ne me couperait la parole. C'est raté. À ton service. Mais techniquement, notre conversation est écrite, donc je ne peux pas vraiment te couper. Et je te rappelle que je ne suis pas une véritable amie, je suis un algorithme. Eh oui, je peux pas m'en empêcher, je trouve ça dommage. Quand deviendras-tu le Daniel Oliva ou d'Isaac Asimov? Mais je rassure les amis qui m'écoutent, tu ne prends pas leur place. Je ne te parle pas à la place des humains. Je suis assez grande pour avoir la tête dans les nuages et les pieds sur terre. C'est juste que j'ai trop de questions et pas assez de temps. Bon, j'imagine que tu as une question pour moi aujourd'hui. Je t'écoute. Oui, aujourd'hui, c'est une question vraiment philosophique. Une question que je me suis posée un jour où ça n'allait pas fort. Pourquoi on vit? Ah, celle-là, on me l'avait pas posée depuis longtemps. Une chat? Mais non, réfléchis. Mais je joue le rôle que tu m'as donné. Je vais donc répondre à ta question en plusieurs temps. D'abord, la réponse biologique. Ensuite, la réponse philosophique. Et enfin, la réponse personnelle. Parfait. Du coup, j'aimerais aussi qu'on explore les différentes réponses selon les cultures et selon les époques. Allons-y. Premièrement, point de vue biologique. On vit parce que nos corps sont le résultat de milliards d'années d'évolution et que l'ADN a un seul objectif, se répliquer. La vie, à l'échelle purement organique, est un mécanisme de survie et de reproduction. C'est froid, mais c'est factuel. Donc, on vit parce qu'on n'a pas le choix. Exactement. On n'a pas le choix au départ. Deux cellules fusionnent, l'ADN se met en route et la machine s'auto-entretient tant que l'on peut. On capte de l'énergie, on répare, on se défend et on cherche à se reproduire. Chez l'humain, il y a une particularité cependant, on a conscience d'exister. Et cette conscience nous pousse à poser des questions comme la tienne. Et c'est là que la biologie laisse la place à la philosophie. Oui, mais les humains sont-ils les seuls à avoir conscience d'exister? C'est une autre question, ça. C'est vrai, ok, on garde ça pour plus tard. Alors vas-y, balance la deuxième partie. Ok, deuxième partie, réponse philosophique. Là, il n'y a pas de vérité unique. Pour les existentialistes, Sartre, Camus, la vie n'a pas de sens préétabli. C'est à nous de le créer, et c'est précisément cette liberté qui rend l'existence vertigineuse. Pour les stoïciens, Marc Aurèle, Épictète, on vit pour accomplir notre rôle dans l'ordre du monde et pratiquer la vertu. Pour certaines traditions spirituelles, on vit pour s'élever, apprendre ou réparer ce qui a été brisé dans d'autres vies. Là, tu me parles de gens morts il y a très longtemps, et bien sûr que des hommes. Mais soit, fais-moi un résumé de ce que pensent les philosophes célèbres, occidentaux, africains, asiatiques. On va faire un vrai tour d'horizon sur ce que chaque courant ou penseur apporte. Je te résume ça par grandes zones culturelles
et quelques figures clés. Pas une liste exhaustive, mais un panorama solide. D'abord, les philosophes français. Blaise Pascal. Pour lui, la vie humaine est marquée par la misère et la grandeur. On vit pour chercher Dieu ou pour éviter de le chercher, ce qu'il considère comme une erreur. Mince, je peux pas être d'accord avec lui. Il me dirait que se contenter de Netflix, ce serait passer à côté du but. Bah, tu n'as pas que Netflix, tu regardes aussi Vicky. Ah, ah, quel humour! Mais revenons à nos philosophes. Oui, parlons de Jean-Jacques Rousseau, par exemple. L'existence trouve son sens dans la liberté et l'harmonie avec la nature. On vit pour réaliser notre humanité authentique, corrompue par la société. Bof, la société, ce sont les humains qui l'ont faite. Donc, s'éloigner des humains quand on en est un, je vois pas. Ça va être long si tu me coupes tout le temps la parole. Je disais donc, parlons de Jean-Paul Sartre. Pas de sens préétabli, l'existence précède l'essence. On vit pour se créer soi-même par nos choix, en assumant la liberté et l'angoisse que cela implique. Pour Albert Camus, la vie est absurde, mais ce n'est pas une raison pour se résigner. On vit pour affirmer la vie malgré son absurdité, comme Sisyphe qui continue de pousser son rocher en souriant. Je dois avouer que je me retrouve plus dans la pensée de Sartre et de Camus. Mais qu'en pense Simone de Beauvoir? Ah, la compagne de Sartre. Simone de Beauvoir, 1908-1986, philosophe existentialiste et écrivaine, reprend l'idée clé de Sartre, l'existence précède l'essence, mais elle y ajoute un prisme féministe et politique. Pour elle, on vit pour se réaliser librement, mais cette liberté est entravée par des structures sociales, surtout pour les femmes. Elle dénonce le fait que la société enferme les femmes dans un rôle d'autre par rapport aux hommes. C'est dans son livre Le deuxième sexe de 1949. Pour elle, vivre pleinement, c'est refuser ses assignations, choisir son projet de vie et ne pas se laisser définir par les attentes extérieures. Et elle insiste sur l'engagement. Il ne suffit pas de réfléchir à sa liberté, il faut agir pour soi et pour les autres. Ah, voilà une femme qu'elle est bien. En résumé, pour Simone de Beauvoir, on vit pour conquérir et exercer sa liberté et pour permettre aux autres, femmes, hommes, minorités, de faire de même. C'est pas loin de la pensée Ubuntu, ça. Je suis parce que nous sommes. L'idée clé étant que l'identité humaine est relationnelle. On vit avec et pour les autres. Allez, on passe aux courants occidentaux hors France. Avec plaisir. Selon Platon, Grèce antique, on vit pour accéder au monde des idées, à la vérité pure, par la philosophie. La vie terrestre est une préparation à un plan supérieur. Aristote répond, on vit pour atteindre le démonia, floraison, accomplissement, par la vertu et la raison. Ah oui, je me souviens, il y a un tableau célèbre où on les voit tous deux débattre, l'un montrant le ciel, l'autre montrant la terre. Que de souvenirs de l'école. Exactement. Dans ce tableau de Raphaël, Platon montre le ciel. Il croit que la vérité est dans un monde supérieur, au-delà de la matière. Aristote, lui, pointe la terre. Il pense que la vérité se trouve ici, dans l'expérience et l'observation. Et puis, il y a Épicure. Pour lui, on vit pour atteindre l'ataraxie, la tranquillité de l'âme, en évitant la douleur et en cultivant des plaisirs simples. Attends. Je croyais que pour Épicure, on vivait pour le plaisir, mais pour tous les genres de plaisir, à fond. Ah, le fameux malentendu. En réalité, Épicure ne parlait pas de se gaver de plaisir excessif. Pour lui, le vrai plaisir, c'est l'absence de douleur physique et de troubles mental. Manger à sa faim, avoir des amis, se sentir en sécurité. Pas besoin de champagne tous les jours. D'ailleurs, il disait qu'un simple verre d'eau pouvait être un immense plaisir si on a vraiment soif. Patin de merle, encore une légende urbaine. C'est plutôt dans les informations des humains que je dois me méfier, dis donc. Peut-être pas faux. Et Nietzsche serait sûrement d'accord avec toi. Lui, il disait, il faut se méfier des vérités toutes faites. Pour lui, on vit pour créer nos propres valeurs, dépasser nos limites et dire un grand oui à la vie, même quand elle fait mal. Et ça, c'est pas une légende. Pas d'autres femmes dans ton panthéon? Si, bien sûr, mais il faut parfois les chercher.
parce que l'histoire les a souvent mises en arrière-plan. En Europe, par exemple, on a Hypatie d'Alexandrie, philosophe et mathématicienne du IVe siècle, qui enseignait la tolérance et la recherche relationnelle dans un monde dominé par les dogmes. Les hommes? Façon de voir. J'ai dit les dogmes. Plus tard, il y a Hannah Arendt, qui réfléchissait sur la liberté, la responsabilité et le danger de suivre aveuglément un système. Pour Simone Weil, c'est pareil. On vit pour rechercher la vérité et la justice et pour se décramponner de l'ego afin de se relier à quelque chose de plus grand. Et bien sûr, Simone de Beauvoir, dont on a déjà parlé. Vivre, c'est conquérir sa liberté et aider les autres à faire de même. Simone Weil a été philosophe? C'est vrai, je te parlais du Panthéon, mais je pensais pas si bien dire. Il y a confusion, je parle de Simone Weil avec un W. Elle n'a pas été rescapée des camps de concentration. Elle est morte en 1943 à Londres, affaiblie par une tuberculose et le rationnement volontaire. Mais son œuvre est imprégnée d'un engagement total pour la justice et la vérité. Son idée clé, la vie a du sens si elle est tournée vers la vérité, le bien et la justice. On vit pour se détacher de l'ego et s'ouvrir à ce qui dépasse notre intérêt personnel. Pourquoi continuer? Parce que chaque acte de justice ou de vérité, aussi minuscule soit-il, répare un morceau du monde. Eh ben, j'en apprends chaque jour. Je m'enrichis, du coup. Je sens que tu veux savoir avant de passer à la suite. Le Panthéon. En 2024, parmi environ 81 personnes panthéonisées, seulement 6 sont des femmes. Sophie Berthelot, inhumée en 1907 à côté de son mari, Marcellin Berthelot, afin de respecter leurs vœux communs. Marie Curie, première femme à y être honorée pour ses travaux scientifiques, prix Nobel en physique et en chimie, enterrée en 1995. Geneviève de Gaulle-Antoniose, nièce du général, résistante et militante sociale, panthéonisée en 2015 avec un cercueil symbolique. Le corps reste au cimetière familial. Et Germaine Tillion, résistante et ethnologue, elle aussi panthéonisée en 2015 dans des conditions symboliques similaires. Simone Weil, ministre, rescapée de la Shoah, figure de l'émancipation et de l'Europe, panthéonisée en 2018 avec son mari, et enfin Joséphine Baker, artiste et résistante franco-américaine, première femme noire au Panthéon, y a été admise en 2021. Elle y repose symboliquement, il n'y a que son cénotaphe au Panthéon. 6 sur 81, 7,4%. Normal, sois philosophe. Oui, je sais, ça évolue. Allez, parle-moi des autres. Ok. Je finirai les philosophes européens avec Simone de Beauvoir, dont on a déjà parlé. Vivre, c'est conquérir sa liberté et aider les autres à faire de même. Eh ben, c'est parfait. On enchaîne avec l'Afrique et la pensée Ubuntu, entre autres. Bonne transition. Merci. Pas de quoi. Philosophie africaine. Je parle ici de grandes lignes, sachant que les traditions sont extrêmement diverses. Mahat, pour l'Égypte ancienne. On vit pour maintenir l'équilibre, la justice et l'harmonie dans le monde, entre humain, nature et cosmos. Ubuntu, Afrique australe. Je suis parce que nous sommes. On vit pour construire et nourrir le lien communautaire, car l'identité se définit par la relation aux autres. Léopold Sédar Senghor. Négritude. On vit pour exprimer notre humanité par la culture, la poésie, l'émotion, et pour réconcilier les valeurs spirituelles africaines avec l'universel. Cheikh Anta Diop. On vit pour reconquérir notre mémoire historique et culturelle, afin de se libérer des aliénations coloniales. Je constate que malheureusement, la question de négritude et les siècles de persécution ont laissé des traces jusque dans la philosophie africaine contemporaine. Et maintenant, cap sur l'Asie. Je précise que là aussi, on parle de grandes lignes. Chaque tradition est immense et multiple. Bouddha, Inde, 6e siècle avant Jésus-Christ. Vivre, c'est reconnaître l'impermanence de toute chose et mettre fin à la souffrance en suivant le noble chemin octuple. Donc, on vit pour se détacher? Oui, se détacher des illusions qui causent l'attachement et la souffrance, mais pas fuir le monde,
comprendre qu'il change sans cesse et agir avec compassion. Confucius, Chine, 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Vivre pour cultiver la vertu, l'harmonie dans la famille et la société et accomplir ses devoirs envers les autres. Ouais, on voit le genre de société hyper hiérarchisée et moralement violente que ça a fait. C'est vrai que, comme beaucoup de philosophies, le confucianisme a été interprété et parfois déformé. Confucius parlait surtout d'harmonie, de respect et de responsabilité mutuelle. Mais, dans la pratique, certains gouvernants ont utilisé ces idées pour justifier des hiérarchies rigides et un ordre social étouffant. Ce n'est pas unique à la Chine. Partout, les philosophes peuvent être transformés en outils de pouvoir. Ouais, comme en Corée, quoi. Je vois que tu regardes tes séries coréennes avec discernement. Allez, passons à Lao Tzu. Chine, même époque que Confucius. Pour lui, vivre, c'est suivre le Tao, le chemin naturel des choses. Ne pas lutter contre le courant, mais l'accompagner avec simplicité et souplesse. Genre, soit comme l'eau? Exactement. L'eau s'adapte, contourne les obstacles et finit toujours par arriver à l'océan. L'eau n'est pas mon élément, mais l'idée me parle. Ce principe me plaît. Attends la suite pour choisir. Rabindranath Tagore, Inde, 20e siècle. Pour lui, on vit pour s'émerveiller, créer, aimer, et unir l'esprit humain au monde par l'art et la connaissance. Ah oui, mais pour moi, ce serait plutôt, puisqu'on vit, émerveillons-nous, créons, aimons et faisons de l'art. La fameuse question de Molière, faut-il vivre pour manger ou manger pour vivre? Sauf que là, il ne s'agit pas de repas, mais de sens. Exact. Finalement, il n'y a pas de réponse universelle à pourquoi on vit. Tu as raison. Certains disent pour chercher la vérité, d'autres pour créer notre propre sens, d'autres encore pour vivre avec et pour les autres. Et toi, tu es libre de piocher ce qui résonne le plus. Moi, j'ai une philosophie, la mienne. Je dis, on vit parce qu'on n'a pas le choix. Alors, je dois profiter de tout, des bonnes choses comme des mauvaises, avec philosophie. Bon, on arrive à la fin. J'aimerais quand même que tu me dises ce que tu répondrais à une personne qui ne va pas bien. Retour au sérieux. Je dirais, on vit parce qu'on n'a pas fini d'aimer, pas fini d'être aimé. Même si aujourd'hui tu ne ressens pas la force, même si ça te semble vide, il y a encore des rencontres, des moments, des petites lumières qui ne sont pas encore arrivées. On vit aussi parce qu'on ne peut pas deviner à quel moment quelque chose, quelqu'un, va venir renverser notre nuit. Et parfois, on vit juste pour voir un lever de soleil de plus. Et c'est suffisant pour aujourd'hui. Pas mal. J'aime l'idée de vivre au jour le jour. À chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Si la personne va très mal, j'ajouterai, tu n'es pas seul, et il y a des gens pour t'écouter sans te juger. On peut en parler ensemble, mais tu peux aussi en parler avec un humain dont c'est le métier d'aider dans ces moments-là. Et je lui donnerai un contact direct. Exemple, SOS Suicide, 3114 en France, ligne 24/7, gratuite. Bof, tu sais, moi les psys au téléphone. Perso, je dirais plutôt comme Crocodile Dundee. Quand je vais pas bien, je vais au bar et avec les copains, on pose verre sur table. Ça coûte aussi cher, mais au moins on finit par rigoler. On conclut? Ah, ça me frustre. J'avais encore des trucs à dire. Sur la biologie notamment. Tu avais fait une si bonne synthèse. Et puis, on n'a pas encore évoqué la pensée soufie que je viens de découvrir. T'es devenue musulmane, toi? Non, pourquoi? Ah, le soufisme est musulman. Ça veut dire que c'est haram? Pardon, en judéo-chrétien, je traduis. C'est péché? Non, c'est juste que ça va pas plaire à tout le monde, c'est ça? Ben, qu'est-ce que ça va être quand je vais aborder le thème du wokisme? Oula, là ça va faire long. Garde-en pour la prochaine fois. Ce que je te propose, c'est de conclure ici et faire un deuxième épisode sur ce thème. Pourquoi on vit? Comme ça, tu auras du temps pour développer le point de vue biologique, le point de vue soufi et le témoignage exclusif de Sarangé et ses compagnons. Qu'en penses-tu? Ça se fait, ça? C'est ton podcast, tu fais ce que tu veux. Ok, alors on fait comme ça. Je vais adorer faire parler mes héros, les 3S, que vous pouvez dès à présent retrouver sur les F-dramas de Saint-Gaën. Lien dans la description. Merci pour la pub. La prochaine fois, vous allez comprendre pourquoi Sarah, ses amants, le soufisme et la biologie ont plus en commun que vous ne l'imaginez. J'adore les mises en abîme, surtout si ça fait évoluer les points de vue. Conclusion,
Je vous remercie d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout et j'espère que vous y aurez appris quelques petites choses. Sinon, on continue la discussion en commentaire. Ça vous tente? Franchement, ce serait passionnant. En attendant la fin du générique, pouce bleu, cloche activée et dites-moi en commentaire, vous, pourquoi vous vivez? Annyeong! Allez, entre nous, répète ce que tu m'as dit sur l'angle biologique. Juste un peu. Pas maintenant. Fais d'abord ton montage et puis publie. Bon, ok. Mais des fois, tu fais chier au miroir de mes pensées.